Jean-Marc, donc merci d'être là. Est-ce que je vous laisse vous présenter peut-être dans un Oui, premier temps, peut-être votre parcours, et puis effectivement démarrer ensuite votre sujet. oui. Bonjour, merci de votre invitation. Tout d'abord, je suis directeur de recherche au CNRS, hein, je m'exprime en mon nom propre. Je travaille à l'Institut de neurophysiopathologie à Marseille et disons que je travaille sur le coronavirus. Je suis notamment rédacteur en chef de la revue Coronaviruses qui est apparue donc début 2020. Voilà. Je suis éditeur en chef aussi d'une autre revue d'infectieux hein, depuis 13 ans et demi. Et j'ai commencé très très tôt à travailler sur les virus, notamment sur HIV avec l'Institut Pasteur de Paris. C'était à l'époque avec le professeur Montagnier, hein, donc c'était il y a pas mal d'années, hein, en 1985, c'était le tout début, quand j'ai débarqué au laboratoire. Et donc je fais pas mal de travaux pour différentes revues scientifiques, et ma spécialité, donc c'est les microbes d'une manière générale, et surtout les toxines animales. Donc je travaille beaucoup sur les toxines d'animaux venimeux, notamment scorpions, serpents, animaux de mer, etc. Et donc Autre sujet aujourd'hui, passionnant. Oui. oui, Allez-y. aujourd'hui, donc je vais vous parler du mode d'action en fait du SARS-CoV-2, de l'intérêt de la vitamine D dans le cadre de la Covid, et aussi des quelques problèmes que peuvent poser les vaccins actuels. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous écoute avec attention parce que je pense que vous êtes bien placé pour nous parler de ce virus avec une très très grosse expérience de ces bébêtes et peut-être qu'on va enfin avoir des éléments objectifs et clairs sur ce sujet pour ne pas partir dans tous les sens comme on le voit trop souvent malheureusement sur les plateaux de télé en ce moment. Je vous passe la parole. Si vous pouvez mettre la première vue, hein, diaporama. Voilà. Voilà, merci. Non, celle d'avant, si c'est possible. Celle d'avant. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du mode d'action du virus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un virus le SARS-CoV-2, qui interfère avec un système hormonal, un système physiologique, qui est d'une extrême importance. Si vous voulez, c'est le système rénine-angiotensine. Alors, c'est un système qui est extrêmement important parce qu'il est responsable des fonctions autonomes rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il est responsable aussi de l'immunité innée et du microbiote intestinal. Donc, vous voyez, il a des tas de fonctions et notamment, on le retrouve au niveau de tas d'organes et de tissus. On le retrouve au niveau du cerveau, au niveau du cœur, des poumons, de la rate, du foie, du système vasculaire, de la peau, même du cerveau, des intestins. Vous voyez qu'il est présent vraiment partout. Alors, c'est un système, si vous voulez, qui est complètement indispensable pour le fonctionnement de l'organisme humain. Hein, c'est le système numéro un pour le fonctionnement du corps humain. Mais lorsqu'il est dysfonctionnel, à ce moment-là, il y a des répercussions possibles sur beaucoup de tissus et d'organes. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de la Covid. Pourquoi ? Parce que le virus SARS-CoV-2, en fait, s'attaque à ce système. Donc, ce système très complexe, en fait, disons, concerne plusieurs molécules qui agissent entre elles en cascade, c'est-à-dire qu'une première molécule va agir sur un récepteur membranaire, qui est généralement un récepteur enzymatique, va être dégradée en une autre molécule, qui va être dégradée à son tour par une autre molécule. Donc c'est vraiment un système en cascade, hein, les molécules sont dégradées les unes après les autres, et vous avez le virus SARS-CoV-2, par l'intermédiaire de sa protéine Spike, qui va être capable d'interférer avec ce système, c'est-à-dire qu'elle agit sur un des récepteurs qui sont impliqués dans ce système ubiquitaire qui est le système rénine-angiotensine, qu'on connaît aussi sous le nom de système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc, avant de rentrer dans les détails, je vous ai décrit en quelque sorte le mode d'action de ce virus, qui est juste, pas une action directe pour les maladies Covid, mais qui est juste en fait un grain de sable qui vient interférer avec un très grand système physiologique qui est nécessaire pour le fonctionnement du corps humain. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, je dirais que vous avez le foie qui va produire l'angiotensinogène. Et si vous pouvez remettre la vue. Bon.
Vous avez le foie qui produit l'angiotensinogène et vous avez le rein qui produit la rénine. En fait, cette rénine, elle interagit avec l'angiotensinogène, elle dégrade l'angiotensinogène pour donner l'angiotensine 1. Cette angiotensine 1, elle est dégradée à son tour par un autre récepteur qui s'appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, pour donner l'angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, c'est une hormone, et c'est vraiment la clé des maladies Covid. C'est une hormone qui est extrêmement importante pour les maladies Covid, tout simplement parce que normalement, elle est dégradée par un récepteur cellulaire qui est enzymatique, qui est le récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et c'est un problème puisque le SARS-CoV-2 est capable d'interagir avec ce récepteur. C'est-à-dire que la protéine spike du SARS-CoV-2 interagit avec le récepteur ECA2 et donc gêne la dégradation de l'angiotensine 2. Donc, en présence de virus SARS-CoV-2, c'est-à-dire lorsqu'on est infecté, vous avez en fait une gêne de la dégradation de l'angiotensine 2, ce qui fait que la concentration de cette hormone va augmenter. Et cette hormone a une cible qui est un récepteur qui s'appelle AT1R, un récepteur cellulaire, AT1R, et il va suractiver, l'angiotensine va suractiver cette cible. Et cette cible, c'est une cible qui est très complexe. C'est un récepteur qui est une vraie usine à gaz. C'est un récepteur à 7 segments transmembranaires couplés aux protéines G. Enfin, je ne vous passe les détails, c'est quelque chose de très sophistiqué. Mais surtout, il est extrêmement délétère parce qu'il peut faire des tas de choses négatives. C'est-à-dire, il est indispensable pour qu'il y ait un bon fonctionnement du corps humain, puisqu'il pilote en fait tous les organes dont je vous ai cités précédemment. Mais il est aussi très très important parce que lorsqu'il est dysfonctionnel, lorsque le système rénine-angiotensine est dysfonctionnel, par l'intermédiaire de ce récepteur, tout devient extrêmement délétère. Notamment, ce récepteur qui est suractivé provoque une hypertension, c'est-à-dire qu'il y a une vasoconstriction des vaisseaux lorsqu'il y a une suractivation de ce récepteur, qui est induite indirectement par le virus SARS-CoV-2. Vous avez aussi ce récepteur AT1R qui va être responsable de l'inflammation. Il est pro-inflammatoire, notamment il est impliqué dans l'orage de cytokines, avec des productions, par exemple, d'interleukine 6, d'interleukine 1-bêta, de TNF-alpha, d'interféron gamma. Donc, il provoque l'orage de cytokines dont on sait qu'il est très délétère dans le cadre de la Covid. Vous avez aussi un récepteur AT1R qui est prothrombotique. Et vous savez qu'on a beaucoup entendu parler de thrombose dans le cadre de la Covid. C'est ce récepteur qui provoque les thromboses. Il est également pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il provoque un stress oxydatif, notamment parce qu'il est capable de relarguer des particules réactives de l'oxygène, dont on sait qu'elles sont très délétères pour les cellules, car elles les mettent en apoptose. Vous avez un récepteur, en plus d'être pro-oxydant, qui est pro-angiogénique, c'est-à-dire qui favorise en fait la vascularisation des tumeurs, donc le développement de tumeurs. Vous savez que les substances qui sont anti-angiogéniques, souvent, sont des substances qui sont anticancéreuses. Donc, il peut lancer aussi des tumeurs. Il est également pro-fibrosant. Il provoque une fibrose d'organes, notamment le cœur, les poumons. Il est pro-hypertrophique, c'est-à-dire qu'il fait gonfler les organes, comme le cœur et les poumons. Sa dernière action, c'est qu'il fait chuter la production de monoxyde d'azote, dont on sait qu'elle est très importante en fait pour tout ce qui est phénomène inflammatoire, immunitaire et aussi les phénomènes mnésiques, les phénomènes de mémorisation. C'est pour ça que dans le cadre d'une Covid sévère, en fait, les personnes peuvent avoir des troubles de la mémoire. Donc vous voyez que ce récepteur, lorsqu'il est suractivé, est capable de faire de nombreuses maladies, de nombreuses pathologies, et tout cela peut répondre en fait de la variété en fait des pathologies que l'on peut observer chez les gens qui sont infectés, qui développent un Covid sévère. Alors, ce système qui est très important, on connaît des substances qui sont régulatrices de ce système. Par exemple, vous avez déjà entendu parler de dexaméthasone puisqu'elle est utilisée dans le cadre de Covid sévère. C'est un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Donc, si vous voulez, ça s'oppose à l'effet du virus. C'est un effet bénéfique puisque ça s'oppose à la suractivation du récepteur AT1R. Vous avez aussi la vitamine D, dont je vais vous parler plus en détail. En fait, la vitamine D, entre autres, elle inhibe la production de rénine par le rein, et la rénine, comme je vous l'ai dit précédemment, transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est le précurseur de l'angiotensine 2 lorsqu'il est dégradé donc par le récepteur EEC. Vous avez cet effet important
de la vitamine D. Vous avez d'autres substances comme la thymoquinone, le cumin noir, Nigella sativa. Vous avez aussi l'ivermectine qui a un effet sur le système rénine-angiotensine. Et il y a des médicaments qui sont connus aussi pour être actifs sur le système rénine-angiotensine. Vous avez par exemple l'aliskirène de Novartis, qui est un inhibiteur aussi de la production de rénine. Vous avez également tout ce qui est les inhibiteurs du récepteur ECA, comme le captopril et tous les médicaments qui se terminent en pril. En fait, ils empêchent la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2. Vous avez également tout ce qui est sartan, telmisartan, irbesartan, qui sont utilisés par exemple dans le traitement contre l'hypertension. En fait, ce sont des antagonistes du récepteur AT1R. Donc, toutes ces molécules sont importantes et sont des candidats médicaments potentiels pour traiter des maladies Covid. Pourquoi ? Parce qu'elles sont capables de freiner le système rénine-angiotensine. Ce système rénine-angiotensine, il est suractivé par l'angiotensine 2. Mais il faut savoir qu'on peut produire aussi d'angiotensine 2 différemment. Par exemple, l'angiotensinogène peut être transformé en angiotensine 2 par la catepsine. Vous avez l'angiotensine 1 qui peut être transformée également en angiotensine 2 par la chymase. Voyez ? Donc, vous avez différents produits qui permettent donc d'avoir de l'angiotensine 2, qui se dégrade en angiotensine 2. Vous avez également l'angiotensine 3. L'angiotensine 3, elle active également le récepteur AT1R. Donc, elle peut provoquer le même effet délétère, en fait, avec un déclenchement de maladie Covid. En fait, c'est la somme de l'angiotensine 2 plus angiotensine 3. L'angiotensine 3, normalement, c'est la molécule qui est responsable de la péritonite infectieuse chez le chat, puisqu'elle a comme récepteur non pas ACE2, mais une aminopeptidase N, qui est le CD13, et qui se transforme en angiotensine 4, qui agit sur un autre récepteur qui s'appelle AT4R et qui fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qui s'oppose à l'activation du récepteur AT1R. Donc, pour vous donner un petit peu aussi les autres régulateurs globalement de ces systèmes rénine-angiotensine, qui sont tous des candidats médicaments pour traiter un Covid. Vous avez d'une part l'angiotensine 1,7, qui est le produit de la dégradation de l'angiotensine 2 par le récepteur ECA2. Cette angiotensine 1,7, elle agit sur son propre récepteur, qui est le récepteur MAS-R, et celui-là fait exactement l'inverse du récepteur AT1R. C'est-à-dire qu'il est anti-hypertenseur, il est anti-thrombotique, il est anti-inflammatoire, il est anti-angiogénique, il est antifibrotique, antifibrosant plutôt, il est anti-hypertrophique et il augmente la production de monoxyde d'azote. Donc, il fait exactement l'inverse de ce que fait AT1R. C'est pour ça qu'il s'oppose aux effets de la suractivation du système rénine-angiotensine. Mais vous avez d'autres récepteurs qui interviennent aussi. Vous avez un récepteur qui s'appelle MRGD, qui fait exactement l'inverse de AT1R et qui est ciblé par une molécule qui est l'alamandine. Vous avez un autre récepteur qui s'appelle AT2R, qui est activé donc par une molécule qui s'appelle l'angiotensine 1,9, qui est issue en fait de la dégradation de l'angiotensine 1 par le récepteur ECA2, qui est la cible du virus. Et en dernier récepteur, vous avez l'angiotensine 4, en fait, qui cible le récepteur AT4R, qui lui fait exactement comme les récepteurs MRGD et AT2R. Et MAS-R, c'est-à-dire qu'il s'oppose en fait à la suractivation du récepteur AT1R par le virus. Voilà. Donc vous avez toute cette mécanique qui peut être et toutes ces molécules qui peuvent être potentiellement utilisées pour traiter un Covid. Donc moi je vais vous parler plus particulièrement de la vitamine D parce que c'est une molécule qui est vraiment essentielle pour traiter le Covid. Donc j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une personne qui avait un problème parce qu'il disait que la vitamine D était une molécule très importante dans le Covid. Ben, c'est vrai, c'est probablement la molécule la plus importante dans le Covid et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on parle de vitamine D, c'est la mal nommée parce que la vitamine D, c'est déjà pas une vitamine. Une vitamine, c'est une substance dont l'organisme a besoin, mais qui n'est pas capable de synthétiser en quantité suffisante pour ses propres besoins. Or, la vitamine D, si vous vous exposez suffisamment au soleil, vous pouvez avoir une quantité suffisante de vitamine D produite. Donc, cette vitamine D, elle est très importante parce qu'elle a beaucoup de fonctions. Quand vous prenez de la vitamine D, c'est pas anodin. C'est comme si vous preniez des centaines de molécules. En fait, la vitamine D a énormément d'actions. Elle a énormément d'actions parce qu'une prise de vitamine D, en fait, active entre 3 et 4% du génome humain. Le génome humain, c'est 22 500 gènes. Donc, la vitamine D, en fonction
de son taux, c'est-à-dire de sa supplémentation, de son taux plasmatique, active plus ou moins de gènes. À une supplémentation normale qui a de 30 nanogrammes de calcidiol par ml, il a été déterminé qu'elle était capable d'activer 291 gènes. Si vous êtes à une supplémentation optimale, c'est-à-dire entre 50 et 60 nanogrammes de calcidiol par ml, vous pouvez activer plus de 1000 gènes. Donc, vous voyez les répercussions, et il faut savoir que pratiquement la moitié de ces gènes sont des gènes liés à l'immunité. Donc, ça active des gènes, mais ça peut aussi réprimer des gènes. Donc, c'est une molécule vraiment très importante. Donc, elle agit comme régulateur négatif du système rénine-angiotensine, en inhibant la production de rénine. Elle agit également comme frein, elle freine l'orage cytokinique, où elle le fait carrément disparaître, c'est-à-dire qu'elle empêche les cellules de produire toutes ces cytokines qui sont très délétères dans le cadre du Covid. Vous avez aussi la vitamine D qui va être responsable du bon fonctionnement de votre système immunitaire. Donc, il est complètement indispensable au système immunitaire. Pourquoi ? Parce que toutes les cellules du système immunitaire, qu'il s'agisse de l'immunité innée ou de l'immunité adaptative acquise, toutes ces cellules ont des récepteurs à la vitamine D. Donc, dans l'immunité innée, en fait, c'est la première ligne de front quand vous êtes affecté par un virus, une bactérie, un champignon, un parasite. En fait, vous avez une immunité non spécifique qui se met en route, c'est l'immunité innée, qui est complètement non spécifique et qui repose sur les monocytes circulants, sur les macrophages, sur les cellules dendritiques, c'est-à-dire sur les cellules présentatrices de l'antigène, aussi sur les granulocytes, éosinophiles, neutrophiles, sur les cellules tueuses, les cellules natural killer. Donc ça, c'est l'immunité innée, et toutes ces cellules ont des récepteurs donc à la vitamine D. Et vous avez l'immunité adaptative ou acquise qui repose sur les lymphocytes B, ceux qui produisent les anticorps quand ils sont activés sous forme de plasmocytes, et également les lymphocytes CD8 cytotoxiques qui sont en fait dressés à reconnaître à la surface des cellules infectées le ou les antigènes viraux qui vont être exprimés. Ces cellules-là ont aussi des récepteurs à la vitamine D. Alors en fait, ce ne sont pas vraiment des récepteurs à la vitamine D, ce sont des récepteurs au calcitriol. C'est-à-dire que le calcitriol, c'est une forme qui a été 2 fois modifiée de la vitamine D et c'est la seule forme active de la vitamine D. Si vous voulez, la vitamine D, elle est... lorsque on a une exposition, par exemple, au soleil, vous avez l'effet des UV sur un dérivé qui s'appelle le 7-déhydrocholestérol, et ce 7-déhydrocholestérol donne le cholécalciférol, qu'on appelle la vitamine D3. Cette vitamine D3 est inactive. Elle doit migrer d'abord dans le foie, pour être hydroxylée par une 25-hydroxylase. Elle va être transformée en 25-hydroxyvitamine D3 qu'on appelle le calcidiol. Le calcidiol, c'est la forme circulante dans le sang de la vitamine D. C'est ce qu'on mesure quand on demande un dosage de vitamine D dans un laboratoire d'analyse médicale. C'est aussi la forme qui est piégée dans les adipocytes, dans les graisses, ce qui fait que les personnes obèses ont besoin de plus de vitamine D, d'un apport plus important de vitamine D, justement, parce que cette vitamine D est piégée sous forme de calcidiol dans les graisses. Donc, ce calcidiol est complètement inactif aussi. Pour être actif, il faut qu'il soit de nouveau modifié au niveau des reins. Il va être modifié par une 1-alpha-hydroxylase et ça va donner la 1-alpha-25-dihydroxy-vitamine D3 qui est le calcitriol. Et le calcitriol, c'est la substance active de la vitamine D. C'est celle-là qui reconnaît les récepteurs à la vitamine D. Alors, il y a une particularité, c'est que les cellules du système immunitaire sont capables de prélever directement la 25-hydroxyvitamine D3, c'est-à-dire le calcidiol, et de transformer en calcitriol et de l'utiliser sur son récepteur. Donc, ce calcitriol se fixe sur le récepteur donc, de la vitamine D. Ce complexe binaire s'associe avec un autre récepteur qui s'appelle l'acide rétinoïque X, et ça permet une translocation en fait dans le noyau, et ça permet une activation ou une répression de plusieurs centaines de gènes. Vous voyez que c'est un mode d'action qui est compliqué, puisque le récepteur de la vitamine D, de façon étonnante, n'est pas à la surface de la cellule, mais à l'intérieur de la cellule, vers le noyau cellulaire. Donc, elle est active sur tous ces gènes, mais cette vitamine D a aussi d'autres fonctions, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'intestin, sa fonction première, ça va être de permettre l'absorption de phosphore et de calcium. Elle est aussi très importante, par exemple, pour la différenciation et la multiplication de certains types cellulaires, notamment des cellules du système immunitaire. Elle est également très importante pour maintenir l'intégrité des tissus, c'est-à-dire qu'elle intervient au niveau des jonctions intercellulaires et elle favorise donc la cohésion tissulaire.
Donc, vous voyez que c'est une molécule, elle permet un fonctionnement optimal du système immunitaire, et ça va encore plus loin, c'est que lorsque vous prenez de la vitamine D vous fait fabriquer, elle active des gènes qui vont vous faire fabriquer des substances qui ont des propriétés antimicrobiennes, notamment antivirales, et contre les virus enveloppés, et particulièrement le SARS-CoV-2. Par exemple, une prise de vitamine D va vous faire fabriquer à votre organisme de la catélycidine LL37, dont on a montré qu'elle était active sur le virus. Vous avez également d'autres substances comme HBD2 ou des bêta-défensines. Donc, ce sont toutes des molécules qui ont un potentiel antimicrobien et notamment un potentiel antiviral. Donc, vous voyez que la vitamine D, c'est pas anodin de prendre la vitamine D. Vous avez des répercussions au niveau de tout le corps, des répercussions très, très bénéfiques. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne supplémentation en vitamine D. Alors, cette vitamine D, comment l'avoir? En fait, il y a 3 sources de vitamine D. Vous avez d'abord l'exposition au soleil. Alors, l'exposition au soleil, c'est comme je vous disais, hein, les UV qui frappent le 7-déhydrocholestérol, qui forment la prévitamine D3, puis la vitamine D3, et puis elle est hydroxylée 2 fois au niveau du foie et du rein pour donner la substance active. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en été, vous vous exposez 15 à 20 minutes en plein soleil et vous avez votre apport journalier en vitamine D3 qui est de l'ordre de 4000 UI. Hein. Il faut savoir 48, ça fait 1 microgramme de vitamine D. Ça, c'est pour une personne normale, à peu près de 70 kilos. Pour un enfant ou pour une femme, les quantités sont un peu inférieures, entre 2000 et 3000 UI. Et pour une personne obèse, par exemple de 100 kilos, il vaut mieux taper sur 8000 UI c'est-à-dire 100 microgrammes de vitamine D3 par jour. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Donc, cette vitamine D, vous l'avez par le soleil. Hein. En hiver, par exemple, c'est pas du tout suffisant, hein, parce qu'il faudrait une exposition de 7 heures au soleil pour avoir le même apport en vitamine D. Donc, il faut passer à la seconde source en fait de vitamine D, qui est l'alimentation. Alors, l'alimentation est aussi pas terrible, puisque très peu d'aliments sont riches en vitamine D. Généralement, l'apport en vitamine D alimentaire représente 10 à 15% de ce dont on a besoin, hein. Donc c'est pas suffisant pour arriver par exemple aux 4000 UI. Vous avez les poissons gras, vous avez évidemment l'huile de foie de morue, elle qui par contre est très chargée en vitamine D, hein, 100 grammes pour 100 grammes d'huile de foie de morue, vous avez 100 microgrammes donc de vitamine D3, donc vous avez vos 4000 UI par jour. Par contre, par exemple, il faudrait que vous mangiez 80 œufs par jour pour avoir votre bonne dose de vitamine D3. Hein, il faut savoir que l'œuf fait partie des aliments qui sont aussi les plus riches en vitamine D. C'est pour vous dire que c'est quand même très très rare de le trouver dans l'alimentation. Vous avez aussi donc le saumon, les poissons gras. Il faudrait que vous mangiez 1,5 kg de saumon pour avoir votre apport journalier en vitamine D. Donc vous voyez que c'est pas suffisant. Vous avez aussi des végétaux qui peuvent vous apporter un apport, mais là c'est plus de la vitamine D2, hein, ça revient au même, hein, puisqu'elle aussi s'active et puis donne du calcitriol. La vitamine D2, on la retrouve surtout dans les champignons, mais pas dans tous les champignons, dans certains champignons. Mais la source principale, hein, puisqu'on a vu que l'apport alimentaire, ça représentait 10 à 15% de l'apport journalier nécessaire, c'est surtout la troisième voie qui est la supplémentation. Donc la supplémentation, elle peut être en bolus, hein, en prenant par exemple une ampoule de vitamine D3, de cholecalciférol à 80 000 unités ou 100 000 unités toutes les 3 semaines ou par mois. Mais l'idéal, c'est de prendre par exemple 4000 UI journaliers avec des doses donc journalières de vitamine D. L'idéal, c'est de coupler aussi avec du zinc de la vitamine K2 aussi et du magnésium pour bien faire fonctionner toutes ces voies physiologiques qui sont en fait activées par la vitamine D. Hein. Notamment le zinc est important parce qu'il intervient dans les voies physiologiques, hein, notamment les métalloprotéases à zinc, et aussi dans des facteurs de transcription, puisque la vitamine D active des gènes, et ces facteurs de transcription souvent ont besoin de zinc pour pouvoir transcrire des gènes pour qu'ils puissent être que les ARN messagers puissent être traduits en protéines. Voilà, donc en gros, j'ai fait le tour, disons, pour l'importance de cette vitamine D. Cette vitamine D, elle est importante en préventif déjà. Elle va réduire la probabilité que vous soyez infecté par le SARS-CoV-2, à peu près de 40 à 50%. Mais surtout, en cas d'infection par le SARS-CoV-2, elle va permettre à votre système immunitaire de bien combattre
le virus. Pourquoi ? Parce que toutes ces cellules immunitaires ont besoin de vitamine D, c'est leur carburant, c'est-à-dire que sans vitamine D, elles ne fonctionnent pas. Et ça signifie aussi que cette vitamine D, en faisant bien marcher votre système immunitaire et en atténuant l'orage cytokinique, va vous éviter d'évoluer vers des formes sévères de la Covid, voire des formes mortelles, si vous êtes infecté par le SARS-CoV-2. Donc c'est très très important. Et il faut savoir que même en cas de vaccination, il faut absolument que vous ayez la concentration appropriée de vitamine D3. Hein, donc j'ai dit que c'est supérieur à 40 nanomoles de calcidiol par millilitre de plasma, tout simplement parce que lorsque vous recevez un vaccin, quel qu'il soit, hein, que ce soit par exemple un vaccin ARN messager qui va fabriquer la protéine Spike, hein, les vaccins Pfizer, BioNTech ou Moderna, que ce soit un vaccin à vecteur viral comme l'AstraZeneca, hein, qui est basé donc sur un adénovirus de chimpanzé, ou le Janssen qui est basé sur un adénovirus humain, ou bien alors même le Sputnik qui est basé sur 2 adénovirus humains, hein, pour la première et la deuxième injection. Tous ces vaccins en fait ont en commun qu'ils font produire la protéine Spike. Hein, c'est la protéine S, c'est la protéine de la spicule. Sauf les vaccins chinois, hein, le Sinopharm, le Sinovac, qui eux sont basés sur du virus inactivé. Donc vous avez en plus de la protéine Spike, vous avez tous les autres antigènes viraux, notamment la protéine de la nucléocapside, la protéine d'enveloppe, la protéine de membrane, vous avez l'hémagglutinine estérase, la forme dimérique, enfin vous avez toutes les protéines qu'on retrouve dans le vaccin. Donc ça, c'est très important que vous soyez donc supplémenté en vitamine D pour contrebalancer des effets délétères qui pourraient être induits par cette protéine spike vaccinale. Parce que cette protéine spike vaccinale, une fois qu'elle est produite, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une certaine proportion de cette protéine spike qui va être capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est parce que, en fait, en se fixant sur le récepteur ECA2, elle fait quoi ? Elle fait exactement comme ferait le virus. C'est-à-dire que elle empêche la dégradation d'angiotensine 2, donc elle suractive le récepteur AT1R, et du coup, ce récepteur AT1R suractivé va provoquer les maladies Covid. Et c'est pour ça que l'on voit tout un tas de pathologies qui peuvent être associées justement à la vaccination. Et à mon avis, c'est surtout des personnes donc, qui ont évidemment des comorbidités, mais aussi des personnes qui sont insuffisantes ou carencées en vitamine D. Hein. Insuffisant en vitamine D, c'est inférieur à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, et carencé en vitamine D, c'est inférieur à 12 nanogrammes de calcidiol par ml. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un bon taux de vitamine D lorsque vous êtes vacciné. Parce que si votre système immunitaire ne fonctionne pas bien, et du coup, votre vaccination sera mauvaise. Et elle sera mauvaise s'il n'y a pas de vitamine D, hein, puisque la vitamine D est le carburant des cellules du système immunitaire. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, ils sont très surpris quand ils apprennent qu'entre 3 et 4% du génome humain est activé répond à une prise de vitamine D, ce qui est quand même incroyable, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui font ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des choses, parce qu'on a tellement de questions à vous poser que je suis sûr que mes confrères et collègues auront envie de vous poser des questions et de débattre avec vous sur ce sujet. Est-ce que vous aviez d'autres éléments importants à nous dire avant ? Je voulais juste dire par rapport à la protéine vaccinale que les problèmes qu'on voit avec les vaccins actuels, hein, bon, je parle pas bien sûr des adjuvants, hein, parfois on sait pas trop ce qu'il y a dedans, on parle d'oxyde de graphène, etc. Donc je parle pas de la toxicité potentielle de certains adjuvants comme le PEG, hein, polyéthylène-glycol, etc. Je parle juste de la protéine spike. Cette protéine spike, son problème, c'est qu'il y a une certaine proportion de protéine spike qui est capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et donc, elle est capable de déclencher la réponse physiologique, la même réponse que le virus. Et il est là le problème. C'est-à-dire que dans les vaccins à venir, il faut impérativement que la protéine vaccinale, la spike en tout cas, ne soit pas capable de reconnaître son récepteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit suffisamment modifiée pour qu'elle ne reconnaisse pas son récepteur, et évidemment qu'elle soit capable de générer une réponse immunitaire neutralisante. Parce que là, cette protéine spike, celle qui est utilisée actuellement dans les vaccins, c'est une protéine spike qui est modifiée. Elle fait 1273 acides aminés. Il y a 2 sous-unités. Une sous-unité qu'on appelle S1, qui fait 685 acides aminés, et le reste, c'est S2. Et vous avez, si vous voulez, donc 2 sites de clivage, hein, un site de clivage, la protéase
TMP, RSS2, et puis un type de clivage à la catepsine. Donc, ce qu'ont fait les personnes qui ont développé cette protéine spike vaccinale, c'est qu'ils ont modifié deux résidus. Ces deux résidus de proline, qui sont en position 986-987, et à mon avis, elle est là l'erreur. C'est que la proline, c'est un acide aminé très particulier. C'est le seul qui ne donne pas de liaison peptidique, il donne une liaison CON. Et lorsque vous avez deux prolines contiguës, vous avez toujours un équilibre cis-trans. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la conformation de votre protéine spike qui existe sous plusieurs états, sous plusieurs conformères, c'est-à-dire avec plusieurs orientations spatiales. Et ce qui fait que ça multiplie les probabilités pour que vous ayez différentes formes de protéines spike. Et ce qui se passe très probablement, c'est que cette protéine spike seule est capable de se fixer au récepteur ECA2, soit sous forme monomérique, soit sous forme trimérique, c'est-à-dire sous forme de spicule, et qu'elle suractive AT1R, donc indirectement en se fixant sur le récepteur ECA2. Donc ça, c'est clair qu'elle est capable de le faire. Alors, je ne dis pas que ce sont toutes les molécules spike, c'est peut-être une sur 100 000, une sur 1 million, mais en tout cas, il y a quand même une activation, il y a quand même une fixation sur le récepteur ECA2 et une activation d'AT1R. Et donc, il est complètement indispensable, en fait, que cette protéine spike soit modifiée, justement, pour qu'elle ne soit pas capable de reconnaître le site ACE2. Et en fait, ceux qui ont conçu ce vaccin l'ont fait spécifiquement parce qu'ils ont voulu que la protéine spike ait une structure spatiale très particulière, c'est-à-dire qu'elle ait la gueule ouverte en quelque sorte. La gueule ouverte, c'est pour exposer le RBD, c'est-à-dire le domaine de la protéine spike qui rentre en interaction directement avec le site de fixation du récepteur ECA2. Ça, c'est pour que le système immunitaire soit capable de fabriquer des anticorps neutralisants contre le RBD, contre le domaine de fixation de la spike et du récepteur ECA2, et aussi pour qu'il soit capable de reconnaître le domaine N-terminal, le NTD, qui lui est important parce qu'il interagit avec des gangliocytes qui sont sur des radolipidiques, des rafs lipidiques, et ça permet de stabiliser la particule virale normalement sur son récepteur cellulaire. Donc là, il est vraiment impératif de modifier la structure de la spike, et c'est là qu'on verra beaucoup moins de problèmes au niveau des effets secondaires qu'on observe actuellement sur les vaccins, que ce soit les myocardites, etc., enfin les péricardites, les thromboses, voilà. Et le dernier point sur lequel je voudrais venir, c'est qu'il sera important aussi de modifier la structure de la protéine spike vaccinale pour qu'elle n'ait pas moins, disons, de sites ADE, c'est-à-dire d'épitopes facilitants. ADE, c'est les anticorps qui facilitent l'infection. Quand vous donnez à votre système immunitaire une protéine à reconnaître, et pour la réponse immurale, c'est-à-dire pour la réponse anticorps, elle va fabriquer soit des anticorps neutres qui vont se fixer avec le virus mais qui vont rien faire, soit des anticorps neutralisants, et c'est cela qu'on cherche justement dans le cadre de la vaccination. Ceux-là vont neutraliser le processus infectieux, donc l'infection des cellulaires par le SARS-CoV-2. Et vous avez certains anticorps, ceux-là on n'en veut vraiment pas, ce sont les anticorps facilitants justement qui suivent le phénomène ADE, c'est-à-dire que ce sont des anticorps qui, contrairement à faciliter l'infection, contrairement à neutraliser l'infection, vont au contraire la faciliter. Et cela s'explique, si vous voulez, parce que ces anticorps se fixent sur la particule virale, et vous avez des cellules de l'immunité innée, notamment les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques, qui ont des récepteurs à leur surface qui s'appellent FC gamma R2A, en fait, qui reconnaissent la fraction constante des immunoglobulines et qui sont capables de phagocyter en quelque sorte le complexe virus-anticorps. Et donc ces cellules s'infectent. Et c'est pour ça que ces épitopes facilitants en fait permettent une meilleure infection des cellules. Et pour avoir un vaccin idéal, il faut donc qu'il ne soit pas capable de reconnaître le site ACE2, donc son récepteur, ou ECA2, suivant que c'est en anglais ou en français, mais il faut aussi retirer ces sites ADE. Certains sont connus, sont identifiés, ils ont été identifiés sur la protéine spike du SARS-CoV de l'épidémie de 2002, également sur le MERS-CoV de l'épidémie de 2012. Il y a certaines régions de la protéine spike dont on sait qu'elle fait produire des anticorps facilitants. Et il faut savoir que certaines de ces régions se retrouvent à 100% dans la protéine spike du SARS-CoV-2. Donc, certaines régions sont bien identifiées. Ça veut dire qu'on peut très bien les enlever et veiller à avoir une protéine spike modifiée qui soit quand même capable de suffisamment stimuler le système immunitaire pour conférer une immunité protectrice. Voilà.
J'ai des questions à poser et je voudrais d'abord dire que cette intervention est extraordinaire. Franchement, c'est une des plus belles interventions que nous avons eues. Elle est simple, elle est claire, elle nous éclaire véritablement sur le mode de fonctionnement et c'est tout à fait remarquable. Je voudrais d'abord dire ça. Ensuite, j'ai plusieurs remarques et après c'est une question importante. La première, c'est qu'on réalise bien avec ça qu'il existe un système naturel beaucoup plus complexe que il ne pourrait paraître et qu'on a des apprentis sorciers qui dans un laboratoire on dit ça y est on a trouvé c'est le spike, on va enlever le spike. C'est comme si quelqu'un disait j'ai compris que ce qui ne va pas dans un immeuble c'est les fondations, je vais enlever la pierre du bas. Et puis tout se casse la figure, ils n'ont pas compris qu'il se passait autre chose et qu'on agit sur un système naturel beaucoup plus large. C'est comme si la nature, quelque part, nous donnait une véritable leçon sur ce que ça fonctionne. Et quand vous expliquez vraiment tout le mode d'action, on réalise bien qu'on a joué à l'apprenti sorcier en imaginant qu'en agissant sur une chose, idée qui pouvait sembler géniale au départ, en fait. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est la meilleure. A priori, c'était la meilleure cible, hein, c'est-à-dire la protéine, l'ectodomène externe, c'est-à-dire la partie du virus qui reconnaît la cible. Normalement, c'est la première qu'on choisit. Hein. Il y aurait aussi la protéine de la nucléocapside qui aurait été intéressante parce que elle varie très peu et elle peut conférer une immunité protectrice très large, notamment contre tous les variants. Justement, si on arrive à trouver contre la protéine de la nucléocapside une structure qui permette d'avoir une efficacité totale, à ce moment-là, cette structure-là pourrait être active sur tous les variants, hein, puisque justement la nucléocapside est très peu variable. Normalement, la protéine spike est très bien, mais la seule chose, c'est qu'on pourrait augmenter l'efficacité vaccinale en rajoutant des antigènes viraux. Parce que si vous voulez, avec du virus inactivé, vous présentez tous les antigènes viraux au système immunitaire, c'est-à-dire que vous lui apprenez à combattre en fait toutes les protéines qui existent dans le virus. Hein. Donc, vous avez la protéine spike, mais vous avez la protéine de la membrane, vous avez la protéine de la nucléocapside, vous avez l'hémagglutinine estérase, dimère. Vous lui apprenez vraiment à tout neutraliser. Et donc, vous augmentez vos chances d'avoir une protection ultra efficace avec le vaccin. Ce qui se passe avec les vaccins inactivés, c'est que vous êtes obligé de traiter en fait les particules virales pour qu'elles deviennent non infectieuses. Hein, qu'elles ne soient pas capables d'infecter des cellules. Et il y a deux possibilités pour ça. C'est soit une inactivation thermique par la chaleur, c'est pas ce qui est utilisé là pour des vaccins, par exemple pour les vaccins chinois, c'est une inactivation par des produits chimiques. C'est une activation chimique. Dans le cadre des vaccins chinois, c'est la bêta-propiolactone qui est utilisée. Souvent, c'est le formaldéhyde qui est utilisé, mais il a été interdit. Et le problème, c'est que ce dérivé-là, il vous modifie les protéines de structure, c'est-à-dire qu'il modifie les protéines, c'est-à-dire qu'il inactive tout le virus, mais il altère aussi la structure tridimensionnelle et la structure chimique décomposée. Ce qui fait qu'en fait, vous apprenez à votre système immunitaire à reconnaître quelque chose qui n'est pas tout à fait la protéine spike, qui n'est pas tout à fait la protéine de la nucléocapside. C'est comme si vous voulez neutraliser une voiture, vous voyez, vous donnez des coups de marteau sur la voiture, vous cassez la carrosserie et vous présentez la carrosserie à votre système immunitaire. Donc votre système immunitaire va apprendre à reconnaître la carrosserie qui est cassée, mais quand elle va rencontrer un virus qui a une carrosserie toute neuve, sans bosse, eh ben, il ne va pas bien la reconnaître parce que justement, il ne va pas savoir si c'est la bonne. Là, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir présenter au système immunitaire une voiture qui ne soit pas cabossée, c'est-à-dire une protéine spike qu'on a modifiée, mais qu'on a modifiée de façon légère et pour qu'elle ne puisse pas, si vous voulez, être pas bien reconnue par le système immunitaire. Et c'est là tout le challenge, en fait, c'est de pouvoir suffisamment modifier les antigènes viraux pour pas qu'ils soient disons, toxiques, pour pas qu'ils aient des effets délétères, mais les modifier suffisamment peu pour qu'ils puissent stimuler une réponse immunitaire protectrice. Oui, en fait, on a un petit peu joué à l'apprenti sorcier, comme je disais, et l'idée de base était très bien. D'ailleurs, elle a enthousiasmé beaucoup de personnes qui sont des grands amateurs et défenseurs du vaccin, sans réaliser que peut-être dans un siècle, on dira effectivement, au début du XXIe siècle, on a imaginé ça, on a fait des millions de morts avec ce vaccin, et puis maintenant on a compris qu'il y avait des milliers de choses qu'on n'avait pas comprises et qu'effectivement il fallait modifier. Et je voudrais poser une question. Ce problème-là, je l'avais anticipé puisqu'en décembre
2020, donc avant qu'il y ait la vaccination qui soit lancée en France, j'avais fait un article dans Info du jour où j'avais indiqué justement le problème qu'on pouvait rencontrer avec ces vaccins. C'était le problème que la protéine vaccinale pouvait éventuellement reconnaître un ou plusieurs sites récepteurs. Et là, en l'occurrence, c'est le récepteur ECA2, et donc déclencher la même chose que le virus. Et donc ça, c'était problématique. Et j'ai dit aussi, l'autre crainte, c'est qu'elle soit capable de lancer éventuellement des maladies auto-immunes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Pourquoi ? Parce que la protéine spike, en se fixant sur son récepteur ECA2, suractive donc le récepteur AT1R et produit les maladies Covid. Et cet emballement en fait du système rénine-angiotensine a une répercussion sur l'immunité innée, puisque l'immunité innée est pilotée par le système rénine-angiotensine. Et ça, c'est un gros problème, c'est que cette protéine spike vaccinale peut elle-même emballer le système rénine-angiotensine, donc faire en quelque sorte déconner ces cellules de l'immunité innée et déclencher des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est un autre problème. C'est sur du long terme. On peut avoir des surprises. Alors, donc ça, j'ai une question très importante en fait, moi, comme médecin, je vois depuis le vaccin une explosion de cancer. Et j'ai entendu que tu as dit qu'il y avait il est pro-angiogénique, oui. Voilà, qui est angiogénique. Ah oui, il est pro-angiogénique. Voilà que je trouve l'explication à cette véritable explosion de cancer. J'avais vu un article où on parlait de multiplication par 20 des cancers. Je pensais que c'était une exagération et finalement, avec quelques mois de recul, je pense que c'est vrai. Donc, est-ce que tu peux nous développer un peu ce côté cancérigène du vaccin et de la protéine spike ? Et ce qui se passe en fait, c'est que le récepteur qui est touché, ce récepteur AT1R, c'est vraiment une usine à gaz. Hein. C'est un récepteur qui fait partie des récepteurs les plus complexes. Hein. C'est les récepteurs à 7 segments transmembranaires, couplés aux protéines G, donc ils peuvent faire plein de choses. Et donc, il a énormément de fonctions. C'est-à-dire que quand il est suractivé, quand il est dysfonctionnel, quand il marche mal, il est capable de faire plein de choses. Hein. Donc, provoquer cette fameuse hypertension, provoquer ces thromboses, provoquer donc justement cette activité pro-angiogénique qui favorise le développement de cancer. Hein. Pourquoi ? Parce que ça permet une vascularisation des tumeurs. Et justement, on cherche des substances qui sont anti-angiogéniques parce qu'elles sont antitumorales. Hein. Voilà, elles sont. Donc, à partir du moment où le système rénine-angiotensine est dysfonctionnel, il peut y avoir des répercussions à tous les niveaux, au niveau des maladies auto-immunes, au niveau des cancers, au niveau des maladies inflammatoires, hein, comme les myocardites et les péricardites. Hein. C'est une inflammation du cœur, hein, la myocardite. La péricardite, c'est une inflammation en fait du sac qui protège le cœur, hein, et qui protège le cœur jusqu'au départ des vaisseaux sanguins. Donc tout ça, ça s'enflamme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une activité pro-inflammatoire qui est induite par le SARS-CoV-2. Hein. Elle provoque une inflammation. Et il faut savoir aussi que le système rénine-angiotensine, on le retrouve au niveau du système vasculaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des vaisseaux sanguins, toutes les cellules qui tapissent nos vaisseaux, en fait, elles ont un système rénine-angiotensine. Et donc, comme ça a un effet pro-inflammatoire, ben, ça enflamme les vaisseaux. C'est pour ça qu'on voit des maladies comme Kawasaki, les maladies même nerveuses, hein, Guillain-Barré, Miller-Fisher, etc. Enfin, toutes ces maladies inflammatoires, elles sont dues à l'activité pro-inflammatoire du récepteur AT1R. Hein. Jean-Marc, et les tumeurs à l'activité pro-angiogénique de ce récepteur AT1R. Merci beaucoup, Jean-Marc. Si vous voulez conclure de votre côté un petit peu cette soirée. Oui, c'était une réunion donc très intéressante. Hein, c'est la première fois que je participe. Effectivement, il y a énormément de problèmes quand même avec ces vaccins. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça serait une bêtise que de vouloir vacciner notamment les plus jeunes, hein, puisque eux, ils ne craignent rien de la maladie. Ils ont un système immunitaire qui est particulier, qui est très puissant, l'immunité innée qui est très puissante. Ils réagissent très très fort, leur système immunitaire est très puissant et réagit très très fort, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on voit toutes ces myocardites, ces péricardites, et je pense que
donc le gouvernement devrait regarder de plus près pour la vaccination, notamment des plus jeunes, quoi. La vaccination obligatoire, pour moi, c'est une hérésie aussi. Il est clair que c'est quelque chose qui est complètement inutile. Et là, en ce moment, on parle beaucoup de troisième dose, etc. À mon avis, la troisième dose, c'est aussi quelque chose qui est dangereux. Dangereux pourquoi ? Parce que les vaccins actuels sont toujours basés sur la protéine spike du virus historique, du virus d'origine chinois, de Wuhan. Et le problème, c'est que maintenant, les infections, on est en fin de pandémie, mais les infections sont des infections au variant Delta. Donc, c'est un sérotype qui est différent du virus de Wuhan. Et il est tout à fait possible que ce virus, en fait, ait le phénomène ADE, c'est-à-dire une facilitation de l'infection par les anticorps. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et les données qui apparaissent sous-tendent que ce phénomène puisse exister justement pour les nouveaux variants. Il faut savoir que ce phénomène ADE, c'est pas une vue de l'esprit. Il existe pour beaucoup de virus. Il a été montré pour le virus de la PIF, mais il a été aussi montré pour le virus Zika, pour le virus de la dengue, pour le virus du syncytium respiratoire, pour Ebola. Enfin bon, c'est quand même assez répandu. C'est pas une vue de l'esprit, donc c'est un phénomène qui existe bien. On parle que d'ADE d'ailleurs. C'est la facilitation par les anticorps, mais en fait, on devrait parler d'ERD. C'est la facilitation en fait des maladies respiratoires. Donc, ça inclut en fait tout ce qui va faciliter l'infection et pas que les anticorps, parce que l'ADE c'est spécifique pour la réponse humorale, pour les étudiants, les anticorps, mais l'ERD en fait va plus loin, c'est-à-dire qu'elle va inclure par exemple tout ce qui va favoriser l'orage cytokinique et l'immunopathologie cellulaire, tout ce qui est cellulaire et qu'on ne voit pas parce qu'on se base toujours sur les anticorps, mais en fait les anticorps c'est vraiment qu'une partie de l'immunité. Et c'est pas nécessairement la plus puissante. On le voit clairement, par exemple, chez les enfants qui ont une immunité très puissante et par contre qui ont une immunité anticorps qui est très faible. Mais par contre, ils ont une immunité innée et cellulaire qui est extrêmement puissante. Donc, regarder que le taux des anticorps pour dire qu'on est protégé ou pas contre le SARS-CoV, c'est une hérésie parce que l'immunité cellulaire, on ne va jamais la regarder alors qu'elle est clé aussi. Absolument. Elle est plus importante que l'immunité humorale, quoi. On en a parlé plusieurs fois de cette immunité humorale et je pense que ce sera vraiment intéressant de consacrer un CSI à ce sujet. On serait heureux de vous entendre parce que je pense que c'est absolument passionnant l'immunité humorale, mais il faut cellulaire, pardon, mais il faut l'expliquer de façon détaillée. Et là, ce soir, c'est trop. Je peux juste vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui a été démontré. Par exemple, on a vu que pour les enfants, il y avait une immunité innée qui était très puissante, avec une mobilisation très puissante des granulocytes éosinophiles. Et ces granulocytes éosinophiles, on les voit pas, on voit pas cette mobilisation de ces cellules chez les adultes. Donc ça montre déjà qu'ils ont une immunité qui est différente des adultes. Qui est différente et qui pour plein de choses. Qui explique l'absence de mortalité chez l'enfant. Philippe, peut-être un mot de conclusion ? Merci beaucoup.